On est à Brazzaville depuis quelques jours et justement on a fait un constat qui est un phénomène que rencontrent aussi les Congolais, c'est les coupures d'eau et d'électricité. Pourquoi l'accès à un service aussi essentiel est-il aujourd'hui si mal en point? Il n'y a pas un dirigeant au monde qui peut comme ça prendre le plaisir de priver son peuple d'eau. D'où vient le problème alors? Je continue. Est-ce que vous n'avez peur, Monsieur le Président, de ces réseaux sociaux? J'en ai pas peur. Vous êtes cité parfois dans des affaires de biens mal acquis, notamment des biens immobiliers, entre autres, qui ont été saisis en France. Que pensez-vous de ces enquêtes qui sont ouvertes en France pour la lutte contre la corruption? Oh. Comment dire ça? Grosso modo, c'est la diffamation. Dans la prochaine présidentielle au Congo aura lieu en 2033. Vous aurez alors 89 ans. Est-ce que vous passerez à ce moment-là le flambeau à une nouvelle génération? Bon, mais on ne parle pas de cette question maintenant. Je n'ai même pas encore commencé de démarrer. Revenez une autre fois. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. Merci de nous accueillir ici au Palais et de prendre le temps de répondre à nos questions. Alors pour cette interview, on sera à deux. Juste à ma gauche, il y a mon collègue Marc Marco. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. Alors on va commencer directement cette interview. Monsieur le Président, vous dirigez le Congo depuis 41 ans maintenant et vous venez d'être réélu avec plus de 94% des suffrages. Qu'est-ce qui vous motive à rester encore au pouvoir? Être toujours au service de mon peuple, c'est sûr. Et c'est l'idéal qui nous a habité depuis notre jeunesse. Quand nous militions déjà dans les lycées et collèges pour l'indépendance de notre pays, nous sommes toujours guidés par cet idéal. Monsieur le Président, vous avez été réélu cette année à 82 ans. L'âge moyen au Congo, il est de 23 ans. Comment est-ce que vous vivez ce décalage au quotidien? Bon, il y a toujours eu des jeunes, des adultes et des vieux dans toutes les sociétés. Et ce qui compte pour nous, ce sont les idées de progrès, les efforts qui sont engagés pour la libération totale de notre pays et non pas l'âge des uns des autres. On a connu, peut-être qu'on connaît encore aujourd'hui, des sociétés où on rencontre des jeunes avec des idées fascistes, archaïques, et des vieux aussi. Donc ce sont des idées, des projets qui comptent, et non pas l'âge de celles et ceux qui les portent. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à rester encore connecté à cette jeunesse? Vous, personnellement, par quel pont vous faites le lien entre vous-même et cette jeunesse-là, personnellement? Bon, d'abord, c'est le contact direct. Ouais. Et aussi parce que les jeunes eux-mêmes savent que à chaque instant, j'ai une pensée pour eux. Et nous avons décrété 2 années de la jeunesse ici et dans notre pays. Et au niveau de l'État, nous créons des institutions de promotion de la jeunesse pour essayer d'encourager leurs initiatives pour qu'ils se prennent en charge. Et ils s'en rendent compte, ils sentent que nous sommes en liaison avec les jeunes. Et ils le savent. Et ce contact est établi et vous pouvez le constater dans le pays, puis si vous y êtes. Et justement, j'aimerais qu'on parle un peu de chiffres et de cette jeunesse-là. Au Congo, chez les 18-35 ans, le chômage dépasse les 40%. Comprenez-vous qu'un jeune Congolais puisse se dire ou puisse penser qu'il y a eu un échec, en tout cas au niveau de votre politique dans l'emploi des jeunes? Ils peuvent le penser à tort. Et passer à un pays comme le nôtre, et les générations de politiques avant nous l'ont pris à l'indépendance. Ils n'avaient même pas 1 kilomètre de route bitumée en dehors de quelques ruelles bitumées dans les cités dites européennes.
de Brazzaville, de Pointe-Noire ou de Dolisie, pas un seul kilomètre de route bitumée. Il y avait à peine une demi-douzaine de lycées et collèges dans le pays, pas d'université bien sûr. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de lycées et collèges dans le pays. Les jeunes réalisent quand même et que les générations d'aujourd'hui sont en train de travailler pour préparer les conditions de la prise de relais. Et pas, mais peut-être que l'éducation n'est pas synonyme d'emploi. Vous diriez quoi à un jeune Congolais qui serait en face de vous aujourd'hui et qui vous demanderait ce que vous faites dans votre politique interne pour l'emploi des jeunes? Vous lui répondriez quoi concrètement? Oui, ils auraient raison parce que nous n'avons pas encore réussi le plein emploi dans notre pays. Et nous n'avons pas encore totalement réussi l'adéquation entre l'éducation et l'emploi. Et pourtant, ils savent que nous nous efforçons de faire en sorte que la formation à l'école ne soit pas seulement une formation théorique, mais qu'elle soit aussi technique. Et nous nous employons à faire en sorte que des institutions au niveau de l'État soient créées pour impulser et garantir la possibilité pour les jeunes de se prendre en charge, de créer des emplois. Je pense en cela au FIGA, un fonds que nous avons mis en place pour impulser, donner de la garantie aux jeunes qui veulent entreprendre. À ce jour, il y a plusieurs milliers de jeunes que nous avons engagés dans cette voie. Et la diversification de l'économie aussi. La mécanisation de l'agriculture, il y a un grand mouvement de développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. Et toutes ces initiatives sont prises dans l'intérêt de la jeunesse pour que l'éducation ne soit pas seulement le fait de savoir lire et écrire et puis d'aller au chômage. Est-ce que, Monsieur le Président, c'est la première fois que vous accordez une interview en médias en ligne, regardée par des jeunes? Est-ce que vous-même, vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sur Facebook, TikTok, Instagram, par exemple? Bon, pas si accroché que ça, mais j'encourage les jeunes à rester liés à ces instruments qui leur permettent de communiquer, n'est-ce pas? Et j'encourage cela. Encore que je n'encourage pas l'usage qui en est fait par quelques-uns qui se manifestent dans le système, dans l'anonymat, font la diffamation, du dénigrement. Sinon, pour la communication, j'encourage plutôt des jeunes. Est-ce que ça vous arrive, je vais pousser un peu plus la question, est-ce que ça vous arrive vous-même d'utiliser ces plateformes-là, personnellement? Pas souvent, pas souvent, de temps en temps. Bon, mais j'ai des collaborateurs aussi qui m'aident à le faire, non? Et ma prochaine question, elle reste dans cette dynamique-là. J'allais vous demander ce que vous pensez justement de ces réseaux sociaux comme outil de démocratie aujourd'hui en 2026. Et on a vu récemment le Gabon ou la Guinée suspendre les réseaux sociaux pour une durée plus ou moins longue. Quel regard portez-vous sur ce genre de décision? Non, il ne m'appartient pas de porter des jugements sur des décisions que d'autres dirigeants prennent dans leur pays à la lumière des analyses qu'ils font de la réalité de ces pays-là. En ce qui concerne le Congo, comme vous le constatez, nous ne procédons pas ainsi. Et vous pensez quoi de l'utilisation des réseaux sociaux comme outil justement de démocratie? Oui, bien sûr qu'il faut encourager cet outil de démocratie. La preuve, je suis en train de discuter avec vous. Et c'est donc une façon de l'encourager, de reconnaître son utilité sociale. Et dans le cadre de l'éducation aussi de la jeunesse. Mais, comme je le disais tout à l'heure,
Et il y a l'usage qui en est fait, de façon, à mon avis, attentatoire aux libertés, parce qu'il faut lier les deux, et lier la démocratie et la liberté, et ne pas donner à d'autres le soin de toucher et aux libertés des autres, surtout dans l'anonymat. Cela se fait aussi, oui, dans l'anonymat. Et est-ce que vous en avez peur, Monsieur le Président, de ces réseaux sociaux? Justement, est-ce que vous en avez peur aujourd'hui? Peur, non. Au contraire, je vous dis que j'encourage, j'en ai pas peur. Si c'est pour le débat démocratique, il est permis et qu'il se déroule sainement. Qu'il y a un débat, une question est posée, et il y a des prises de position diverses. Mais à visage découvert. Je ne tolère pas qu'il y ait la lâcheté dans l'anonymat et la diffamation. À ce moment-là, il faut qu'il y ait des instruments de justice pour créer les équilibres. Il y a un sujet, Monsieur le Président, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, c'est l'opération que vous avez lancée fin septembre 2025 de répression contre les gangs, ces fameux Koulouna ou Bébés Noirs. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie sur ce sujet en particulier? Bon, d'abord, il faut, pour la démocratie, permettre que les populations vivent en paix, non? Sinon, il n'y a pas de démocratie. Et s'il y a des groupes terroristes, de bandes armées, et qui empêchent même les populations de mettre le nez dehors, qui étouffent la vie, je pense que la liberté, la démocratie, là, n'existe plus. Et il n'était pas possible de laisser notre peuple exposé aux bandes de bandits armés qui empêchaient les populations même d'aller au marché ou de vendre la nuit devant les tables dans la rue. Cela devenait impossible. La vie elle-même, et la liberté et la démocratie étaient étouffées. Je pense que vous êtes à Brazzaville et vous pouvez circuler la nuit. Nous discutons là, nous sommes à Brazzaville. Circulez donc la nuit et vous interrogez les populations. Ils vont vous dire que l'opération d'éradication du grand banditisme dans la ville était salutaire et qu'ils ont retrouvé la liberté et l'envie de vivre en paix. Imaginez des spectacles qui se produisent à Haïti. Je prends cet exemple. Il y en a d'autres. Nous n'avons jamais pu permettre que notre pays devienne cela. L'opération va continuer jusqu'à quand? Elle ne continue pas de façon permanente, puisque le peuple vit en paix. Et si des bandits se manifestent quelque part, il est normal qu'ils rencontrent la force publique. Mais ce n'est pas une opération 24 heures sur 24, des gens en armes en train de... Vous êtes à Brazzaville, vous ne sentez pas cette atmosphère-là. S'ils pouvaient, par extraordinaire, se manifester et pour faire du mal aux populations, empêcher les populations de vivre en paix, il est normal qu'ils rencontrent les forces de l'ordre. C'est normal peut-être. Vous l'avez dit, hein, on est à Brazzaville depuis quelques jours et justement on a fait un constat qui est un phénomène que rencontrent aussi les Congolais, c'est les coupures d'eau et d'électricité. Pourquoi l'accès à un service aussi essentiel est-il aujourd'hui si mal en point? Vous savez, l'eau, l'électricité, commençons par l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas un dirigeant au monde qui peut, comme ça, prendre le plaisir de priver son peuple d'eau. L'eau, c'est la vie. C'était Lénine qui avait déclaré que la révolution d'octobre, c'était le pouvoir des soviets plus l'électricité. C'est pour dire qu'il n'est pas possible qu'un dirigeant
ne pense pas à l'électricité pour les populations et pour l'économie. D'où vient le problème Non, alors? je continue. Oui. Alors, l'eau. En dehors des grandes villes de Brazzaville, de Pointe-Noire, où nous avons fait des travaux importants d'adduction d'eau, même si cela n'est pas suffisant, et où nous avons un programme ambitieux d'augmentation des capacités de production d'eau potable à travers le projet que nous avons avec l'Italie, le plan Mattei. Nous avons un grand projet à Brazzaville et à Pointe-Noire, mais en attendant cela, nous sommes en train de réaliser 10 forages autour de Brazzaville, 5 forages autour de Pointe-Noire, mais en attendant le grand programme que nous sommes en train d'élaborer en liaison avec l'Italie. Mais en même temps, pour l'eau toujours, nous avons, il y a quelques années, lancé le moteur de l'eau potable pour tous. C'est en dehors des grandes villes, dans l'arrière-pays, dans les villages. Nous avons projeté de réaliser 4800 et quelques forages dans les villages, avec un système de pompes, d'énergie solaire, pour donner l'eau au village. Sur les 4800, nous avons réalisé 2800 forages. De ces 2800 forages qui donnaient de l'eau aux populations, il n'en reste peut-être que 300. Des autres ont été vandalisés par les mêmes genres de personnages dont nous parlions dans les villes. Là. Les Kuluna. Les Kuluna ou leurs semblables. Et ils ont vandalisé, ils ont détruit 2500 forages comme ça dans le pays. Et nous devons recommencer. Donc l'idée de donner l'eau aux populations des villes comme les campagnes est toujours au programme du gouvernement. Et nous allons nous y atteler, même si dans les villes, les réseaux sont anciens. Il faut renouveler les réseaux et cela coûte très cher. Mais c'est le programme du gouvernement. L'électricité, parce qu'il faut que vous, qui êtes jeunes aussi, vous compreniez que lorsque nous avons accédé à l'indépendance, ici au Congo, tout le Congo n'avait que 18 mégawatts, 18, 15 fournis par le barrage du Djoué pour Brazzaville, quelques centrales thermiques, une à Brazzaville, une à Pointe-Noire, une à Dolisie pour donner l'électricité à la colonie blanche. Hein. Là où nous sommes, dans ce quartier, les Noirs ne vivaient pas ici. Il y a une espèce d'apartheid comme ça. Ce n'était pas le quartier pour les Noirs et l'électricité, c'était pour ces quartiers-ci, 18 mégawatts à l'indépendance. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que depuis, comme je le disais pour l'enseignement, nous avons fourni 800 mégawatts et nous continuons de travailler pour en produire plus. Il y a des coupures aujourd'hui ici. Et c'est vrai, c'est aussi parce que les réseaux sont vieux qu'il faut renouveler, mais plus important, parce que la grande ligne de transport d'électricité de la centrale à gaz à Pointe-Noire, qui fournit le plus gros d'électricité, accuse de grandes faiblesses. Les travaux sont en cours
pour renouveler le transport très haute tension de l'électricité de Pointe-Noire à Brazzaville. Mais nous avons 800 MW. Justement, en termes de travaux, sans vous couper, Monsieur le Président, quelles sont les mesures concrètes estimons dans les 12 prochains mois que les Congolais pourront attendre concrètement sur cette question-là Je pense qu'on aura terminé avec la construction de la nouvelle ligne très haute tension de Pointe-Noire à Brazzaville pour permettre la fluidité de ces circuits. Et aussi, on aura réalisé la réparation de quelques transformateurs et autres lignes du réseau de distribution dans la ville. Mais il y a la disponibilité de l'électricité et la volonté d'augmenter ses capacités pour aller peut-être à 1 giga et au-delà. Il y a une chose qui est essentielle, Monsieur le Président, pour l'économie congolaise et pour la vie des Congolais, c'est le pétrole. On estime que c'est 50% environ du PIB selon la Banque mondiale. Total Energy a annoncé le 13 avril dernier la découverte sur le champ de Moho au large de Pointe-Noire. On parle d'un potentiel de 100 millions de barils. Est-ce que cette découverte, pour vous, est une chance pour le Congo ou bien ça vient renforcer la dépendance de votre pays au pétrole? Bon, une chance, on n'a pas besoin de parler de chance. C'est un produit de notre pays. Pour l'heure, il occupe un peu la position dominante. Mais nous sommes en train de travailler pour la diversification de notre économie. Et notre économie ne va pas que dépendre du pétrole parce que nous avons d'autres ressources et elles sont nombreuses. Et Total a annoncé 100 millions de barils, c'est pas la découverte du siècle. C'est pas une découverte extraordinaire, mais c'est un plus. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette découverte, mais ce n'est pas cette découverte qui va nous détourner de notre volonté de diversifier notre économie et de faire qu'elle atteigne d'autres secteurs importants, des mines, d'agriculture, d'exploitation forestière. Non, nous ne voulons pas être dépendants du pétrole une éternité. Nous avons les moyens de faire autrement. Vous ne voulez pas être dépendant à l'éternité? Non. Est-ce que vous comptez sortir de cette dépendance bientôt? Je ne peux pas mettre de chronomètre, mais c'est notre volonté de développer les autres secteurs de notre économie. Nous avons des minerais de fer, de cuivre, d'or, de phosphate, de potasse, de plomb, zinc, et j'en passe. Nous avons des réserves forestières, nous avons des étendues énormes de terres arables. Donc, l'économie congolaise va prendre son envol à travers tous ces secteurs-là, non pas seulement à travers le pétrole. On referme ce chapitre, Monsieur le Président, pour en ouvrir un autre sur des affaires de biens mal acquis qui sont très souvent rattachés au nom de Sassou Nguesso, à votre famille. Vous êtes cité parfois dans des affaires de biens mal acquis, notamment des biens immobiliers, entre autres, qui ont été saisis en France. Que pensez-vous de ces enquêtes qui sont ouvertes en France pour la lutte contre la corruption? Comment dire ça? Grosso modo, c'est la diffamation. C'est la diffamation. Je vais vous expliquer tout ça. C'est la diffamation. Et c'est quelque part une atteinte à la souveraineté de notre pays. Parce que, commençons par les associations, elles ont des noms divers là-bas. Les ONG. Des ONG d'Europe, c'est pas, surtout d'Europe. Elles n'ont aucune légitimité. Aucune légitimité. Ça, c'est un. De deux. Pourquoi, Monsieur le Président, juste? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas de légitimité, ces associations, pour vous? Bon, personne ne leur a donné le droit de parler au nom des Congolais. Parce qu'elles parlent au nom des Congolais. C'est ça le manque de légitimité. Personne ne leur a donné le droit de parler au nom des Congolais. Deuxièmement, la justice française, qui s'occupe de ces affaires, n'a même pas voulu respecter les accords
qui nous lie à la France depuis 1982 d'entraide judiciaire. Non, ne s'occupe même pas de ces accords-là. Troisièmement, cette justice-là n'a même pas daigné envoyer une commission rogatoire ici au Congo, parce qu'il faut établir les faits. Comment on peut rendre la justice sans établir les faits? Il faut d'abord établir les faits. Venir ici au Congo, mener une enquête, établir les faits. Il y a un grand sage, je crois, c'est Mao Tse-tung, qui avait dit « Quiconque n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole ». Alors, ils n'ont mené aucune enquête. Il n'y a aucune commission rogatoire qui est venue au Congo ici pour établir les faits. Pour qu'il y ait bien mal acquis, il faut qu'il soit établi qu'une personne a détourné des fonds au Congo, a utilisé ces fonds pour acquérir des biens en France. Cette enquête n'a pas eu lieu. Et pour faire la diffamation, on se contente de dire bien mal acquis. Bon, qui établit le fait de mal acquis? Qui a établi? Vous les invitez à venir faire cette enquête-là? Mais bien sûr, mais on n'a même pas besoin de les inviter. S'il y avait justice, ce serait le premier acte. Même ces ONG qui ont, je crois qu'ils avaient le droit de parler au nom des Congolais, auraient dû demander à leur justice là-bas d'envoyer une commission rogatoire pour établir dans les administrations, je ne sais pas si c'est les banques ou le trésor, ou peu importe, comment les fonds ont été détournés du Congo pour acquérir les biens et les qualifier de mal acquis. Le dire avant, sans enquête du tout, c'est ça la diffamation. C'est ça la manipulation. Vous trouvez que c'est de l'ingérence politique? Politique, je n'en sais rien, peut-être. Et peut-être que c'est le cas. Mais enfin, on ne peut pas qualifier quelque chose de mal acquis si vous n'avez pas établi les données du problème. Je crois que nous sommes raisonnables là. Et pour quel but alors il ferait ça? J'ai dit c'est la diffamation, mais même atteinte à la souveraineté de notre pays. Mais ces affaires n'aboutiront à rien, sauf si des décisions arbitraires sont prises là-bas en France. Sinon, elles déboucheront sur rien, puisqu'on n'a aucune base. Et plus globalement, Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez que beaucoup de jeunes Africains peuvent avoir de la colère en imaginant, aujourd'hui, liant, à cause de ces affaires, le service public à la corruption? Ah oui, évidemment, s'ils sont manipulés par cette propagande-là, les pauvres, ils n'ont pas de données. C'est là le côté dangereux, non, de certains aspects de communication fallacieuse qui touchent les mentalités et qui créent des problèmes, alors que certains d'entre eux ne sont pas fondés. Qu'est-ce que vous faites donc du coup, vous, de votre côté, pour contrecarrer ou prouver le contraire de toutes ces choses que vous décrivez comme étant de la diffamation? On ne peut prouver le contraire que s'il y a une commission rogatoire qui vient ici. Et vous parlez aux Congolais, vous parlez à ces jeunes justement qui croient en ces... Non. Je ne parle pas de ces questions parce que les jeunes ont besoin d'entendre d'autres choses. Tout à l'heure, nous parlions des vraies questions qui concernent la jeunesse. Mais oui. cela pourrait les rassurer peut-être? Les rassurer. Mais je les rassure en discutant avec des jeunes des vrais problèmes qui les concernent. Des ONG qui sont utilisées par la justice française continueront de diffuser des mensonges. Et nous ici, peut-être si on s'engouffre dans cette voie, on continuera à dire que c'est faux sans que personne n'établisse les éléments de la vérité. Alors, on ne perd pas l'énergie avec ces gens-là, on préfère s'occuper d'autre chose.
Justement, j'aimerais que nous aussi on parle d'autre chose, de vos pays voisins. La situation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est très fragile. Comment est-ce que le Congo se positionne par rapport à ce sujet? Ce sont deux peuples amis, le peuple congolais. Les deux dirigeants sont mes frères et j'ai établi avec eux les meilleures relations possibles. Sur cette question, je parle avec l'un et l'autre librement. Et vous avez bien vu que je les ai invités, le président Tshisekedi et le président Kagame, à mon investiture ici. Ils sont tous les deux venus. J'ai pu m'entretenir avec tous les deux. Et nous ferons ce que nous pouvons pour ramener la paix, parce que nous on a besoin de la paix et de la sécurité dans cette région d'Afrique centrale qui a besoin de se construire. Une autre question internationale, Monsieur le Président, ce sont les États-Unis de M. Donald Trump qui ont imposé aux Congolais un travel ban. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec cette situation? Ça vous a surpris? Oui, très surpris par la décision. Pourquoi? Bon, parce que les Congolais déjà ils sont pas nombreux. Nous sommes à peine 6 millions d'habitants. Et ils ne sont pas très nombreux, les Congolais, qui s'expatrient et quittent le Congo pour d'autres pays. Il y en a. Et ils ne sont pas si nombreux. Je ne sais pas combien il y a de Congolais en Amérique. Et nous disons que s'il y en a en Amérique qui seraient irréguliers, on peut nous les renvoyer. Il ne manquerait pas de place. Si on va les accueillir et essayer de les intégrer dans la société congolaise. Nous ne pensons pas qu'il y a des milliers de Congolais aux États-Unis, surtout irréguliers. Ce qu'ils disent les Américains ils disent que c'est parce qu'il y a trop de Congolais qui restent une fois leur visa expiré. Mais ils restent en dehors, ils ne respectent pas les lois. Bon, cela, on peut nous les retourner. Mais ce n'est pas une raison pour empêcher les Congolais, des étudiants ou des hommes d'affaires, etc. Bon, nous ne commentons pas plus, mais nous continuons d'échanger avec les autorités américaines sur ce sujet pour arriver à une juste équilibre ou compréhension des phénomènes qui, à notre avis, peut-être n'existent pas tel qu'on le présente. Mais nous continuons calmement, sans décider de réciprocité ou quoi. Bon, et je pense que la raison l'emportera un jour. C'est le président, un tout autre sujet, c'est celle de ces tout nouveaux et jeunes dirigeants africains. On peut citer Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, ou Adani au Bénin qui vient de remporter la présidentielle, ou Ibrahima Traoré au Burkina. J'aimerais savoir, vous, quel regard portez-vous sur ces jeunes nouveaux dirigeants en Afrique? Est-ce que pour vous, c'est important ce nouveau souffle, ce nouveau vent de fraîcheur sur le continent? Oui, des jeunes qui accèdent au pouvoir, c'est toujours un bon signe. Ce n'est pas une raison pour tuer tous les vieux. Donc, on construit ensemble le pays en établissant des contacts de génération. Vous leur parlez justement, vous échangez avec eux? Bien sûr. Ouais. Le président Diomaye a effectué une visite officielle ici. Nous, on a eu plusieurs heures de discussion ici avec le président Diomaye, ici à Brazzaville. Je discute librement et avec tous ces jeunes, oui. Monsieur le Président, en 2027, il y a un autre président qui quittera lui le pouvoir, c'est le président Emmanuel Macron. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de sa politique qu'on appelle parfois un peu abusivement la politique africaine de la France? Bon, la politique africaine de la France, ce n'est pas à moi de la définir, mais je pense que la France a continué de maintenir avec l'Afrique les relations telles qu'elles ont toujours été. Et on a parlé de France-Afrique. Bon,
Mais en France, il a été dit qu'il fallait tourner la page de ce qu'on a appelé France-Afrique. Donc, établir d'autres types de relations, mais relations toujours, on espère, d'État à État, et dans la recherche des intérêts réciproques. Je crois que c'est ce qui est en cours. Vous êtes d'accord avec ces jeunes Africains qui disent, donc justement, ce mot France-Afrique que vous venez d'employer, il faut complètement tourner la page de ceci? Mais je crois que la page a déjà été tournée depuis longtemps. On doit faire autre chose. Bien sûr qu'il faut faire autre chose. Il faut évoluer vers quoi alors? Une relation d'égal à égal maintenant? Vers quoi on doit aller? Oh, d'égal à égal. Disons simplement qu'il faut qu'il y ait des relations d'intérêt réciproque. Le mot un peu à la mode, c'est gagnant-gagnant. Chacun doit y trouver son compte dans une coopération. Parce qu'il s'agit de coopération, non? Que chacun y trouve son compte. Et il ne sert à rien de vouloir perpétuer les schémas anciens où on pourrait continuer de penser que l'Afrique n'est qu'un réservoir de matières premières et rien d'autre. Donc, Ce n'est plus le cas aujourd'hui? Peut-être encore, oui, et c'est toujours les rapports de force Oui. qui dictent toutes les manœuvres. Mais quand même, les dirigeants africains s'efforcent de faire que les rapports entre États soient gagnant-gagnant. Et on voit justement que cette nouvelle génération de dirigeants, jeunes dirigeants, sont très clairs dans cette démarche-là, enfin, en tout cas de la présence française en Afrique. Vous pensez que c'est une bonne chose? Bon, une bonne chose, pourquoi pas? Si, comme je le dis, ces jeunes dirigeants cherchent à ce que les relations soient établies d'État à État et gagnant-gagnant. Et je crois que personne ne peut condamner cela. Monsieur le Président, la prochaine présidentielle au Congo aura lieu en 2033. Vous aurez alors 89 ans. Est-ce que vous passerez à ce moment-là le flambeau à une nouvelle génération? Bon, mais on ne parle pas de cette question maintenant. Je n'ai même pas encore commencé de démarrer. Revenez une autre fois. Vous savez, quand vous parlez de 40 ans, etc., ce que vous ne dites pas, c'est qu'en 1992, j'occupais le palais qui est là et je l'ai quitté. Et je suis resté 5 ans dans mon village. Et donc, quitter le pouvoir, ce ne sera pas quelque chose de nouveau pour moi. Une dernière question pour refermer cette interview, Monsieur le Président, complètement décalée. Souvent, vos voisins d'en face vous confient le fleuve pour aller participer à des compétitions internationales, souvent. Oui. Qu'est-ce que et vous nous leur le répondez? gardons. Et nous le confions et nous le gardons, on attend leur retour. Et je dois le dire avec un pincement. Et avec un pincement parce que notre peuple est un peuple très sportif. Très sportif. Nous avons, en 1965, organisé ici les premiers Jeux africains. C'est nous qui avions pris la responsabilité de les organiser. C'était pratiquement les mains nues. Nous allions tous volontairement travailler à la construction du stade que vous pouvez visiter qui s'appelle Massamba Deba. On a reçu ici les premiers Jeux africains. On a reçu ici des Jeux du cinquantenaire qui nous ont amenés à réaliser des infrastructures que vous voyez là où nous avons organisé l'investiture du président. On a reçu à cette occasion plus de 8000 athlètes, sans compter les accompagnateurs. Bon, il nous est arrivé au Congo d'être champion africain de football. En 1972, le Congo a été champion de football à Yaoundé. Puis un bon niveau de basket, de volley, d'athlétisme, et de handball, etc. Tout cela a un peu baissé ces dernières années. Voilà pourquoi dans mon message, j'avais dit que tout cela doit reprendre au cours de ces quinquennats et que j'y veillerai personnellement.
Donc quand nos frères de Kinshasa nous disent ça, nous disons oui, d'accord, vous reviendrez trouver le fleuve intact, hein. Ramenez-nous les victoires. On dit ça, on se dit au revoir, gentiment. Nous gardons le fleuve et vous reviendrez trouver intact. Ramenez-nous les victoires et nous fêterons ensemble. Au rythme de la rumba, hein, que vous partagez. Que nous partageons, voilà. Merci, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est moi. Merci, C'est Monsieur moi le qui vous Président. remercie. Merci.